Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ça fait déjà plus d'un mois que ce déconfinement a commencé. Dans quel état d'esprit est chacun d'entre nous? Comment vous allez? Est-ce que vous êtes vraiment déconfiné? Est-ce que, comme certains, dès que vous sortez un peu, vous repartez rapidement à la maison pour vous remettre à l'abri? C'est Cosmo Réunionnais. Sortir de chez soi, pour certains, ça devient, et en plus, ça devient parfois drôle pour ceux qui racontent comment certains de leurs proches ont peur de sortir. Bonsoir, Patricia Château. Bonsoir, Jasmine. En sociologie, comment on appelle cette peur de la foule, l'agoraphobie? Oui, ça, ce sont des termes de psychologie, psychanalyse. Plus proche de l'individu. La peur de la foule, je sais, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler en sociologie? Pour moi, ce serait la peur du contact, la peur du contact, la peur d'être vu, d'être regardé. Apparemment, c'est une peur d'attraper le virus. Je pense qu'on nous a appris, on nous a conditionné à ne pas attraper le virus. Et il y en a qui ont bien appris apparemment, plus que d'autres. Au peur que, dans l'histoire qu'on m'a racontée, la personne a même peur de parler à ses enfants. Il se réfugie dans sa cour, dans sa chambre, voilà. Ce genre de peur, c'est difficile parce que c'est très aléatoire. La durée, on ne le sait pas non plus. Mais en sociologie, on voit bien que la peur, à un moment donné, quand elle est là, elle est... Oui, la peur, en fin de compte... Bon, alors, ce qu'on apprend en sociologie, surtout, c'est la coercition. À savoir que pour qu'un individu s'adapte à la société, il faut qu'il accepte les règles. Et ces règles sont forcément, on dit, d'une certaine manière, coercitives. Donc, l'individu s'adapte, et il le fait selon son intelligibilité du social, selon ce qu'il perçoit, ce qui lui paraît dans les normes, donc, dans son système de valeurs. Donc, il faut une adéquation entre son système de valeurs et les valeurs collectives, les valeurs instituées par son groupe ou plus largement, quoi. Et la peur serait peut-être justement cette espèce de de déséquilibre entre ses valeurs et les valeurs qu'il perçoit tout autour de lui. Et du coup, moi je dirais là où peut-être que cet individu ou ces individus ou ces groupes ne se sentent plus soutenus ou ne se perçoivent pas comme... en sécurité c'est-à-dire en sécurité certainement d'une part, mais en même temps peut-être aussi vus comme des personnes qui sont, dangereuses aussi. Alors, là, est-ce que, alors, je vais vous poser la question je vais être direct. Est-ce que dans votre environnement, vous percevez ces personnes qui se mettent en retrait? On va utiliser le mot en retrait plutôt que la peur. En retrait plutôt que la peur. Écoutez, j'ai pas de mal à parler de moi, je peux le faire. Ah non, je parle pas de vous. Non, c'était vraiment dans votre environnement. Dans mon environnement. En parlant de vous, si vous voulez. Oui, parce que je n'ai pas posé la question. Avez-vous peur? N'avez-vous pas peur? Dans mon environnement. Alors, moi, j'ai la trouille. Moi, j'ai peur. Même quand je vais faire les courses, je fais très attention. Je vais pas raconter d'histoire. Oui, tout à fait. Il y a des fois, ça crée chez moi d'ailleurs une certaine irritabilité. L'angoisse, elle est très forte et je deviens irritable.
Et les personnes peuvent aussi être irritées et irritables elles aussi. Donc, je veux dire, il n'y a pas de relation, que ce soit dans un milieu familial ou un milieu professionnel ou un milieu de service où un client est face à un professionnel. On peut du coup ne pas être, on va dire, dans une situation vraiment agréable. Mais bon, c'est pas si grave. Mais je sais pas si on aura ça se saura si la personne va aller voir, va aller consulter un psychothérapeute ou pas, mais il va y avoir des cas où ça sera nécessaire. Ah oui. Il y a de telles peurs qui ont été constituées chez certaines personnes que cette peur, elle est là, même aujourd'hui, de discuter avec des gens, de maintenir plus qu'une distance barrière, hein, c'est de rester le plus loin possible. On voit que il y a, je sais pas si c'est une psychose, c'est un syndrome, mais en tout cas, psychose, si le syndrome, c'est ce qui marque. Mais comment aujourd'hui essayer de revenir, non pas dans la posture d'avant, mais de revenir dans une posture, je dirais, qui rassure. Ce que je viens de dire est paradoxal, d'autant qu'on est toujours dans l'épidémie, qu'on donne toujours les chiffres, Oui. qu'on dit toujours que c'est pas fini. C'est ça qui est paradoxal aussi. On dit il faut revenir dans une posture normale, mais comment revenir à une posture normale si le contexte n'est pas normal? Oui, le contexte est vraiment dur. C'est vrai qu'on parle de la mort, on parle de la mort par rapport aux famines, dans le monde, par rapport aux autres morts provoquées par d'autres problèmes de santé et tout ça. Certes, mais quand même, là j'ai appris qu'on est près de 400 000 ou 600 000 dans le monde. 319 000, je crois, oui, morts. C'est quand même, le monde, je trouve que en si peu de temps, c'est quand même, à moins qu'on. Moi, j'ai pas très bien entendu sur quelle. Ils ont dit à peu près 3 millions de contaminés. On est un peu moins de 400 000 morts, donc. C'est par rapport à la population mondiale qui est entre 7 et 8 milliards de personnes. Si on fait un rapport, là, c'est plus la peur de la mort qu'autre chose. Oui, mais on peut aussi considérer qu'il y a un écart quand même important entre les avancées de la technologie, les avancées des sciences, et puis, je veux dire, la possibilité de l'être humain, des individus, de bénéficier de ces bienfaits pour je ne sais pas, pour vivre plus longtemps et mieux. Voilà. Et oui, sinon j'allais revenir sur la question de la peur. Ah d'accord, on y va. D'accord. Alors, pour la peur, je pense qu'il vaut mieux d'abord questionner la peur. Qu'est-ce que c'est que cette peur ? Est-ce qu'on peut déjà définir la peur ? Déjà, on la ressent. On la ressent et elle peut provoquer. Et du coup, elle est en réaction face à. Du coup, elle provoque une réaction. Ou pas, enfin, entre guillemets. Je veux dire, quelqu'un vient vous attaquer, vous avez peur, vous ne bougez pas. Bon, il n'y a pas de réaction, mais vous êtes quand même sous la peur et vous avez subi. Et cette peur vous a. C'est un traumatisme, la tétanie étant la conséquence de cette émotion forte qu'est la peur. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à surmonter, du coup c'est quand même. Le trauma, étrange, le traumatisme. Oui, je ne sais pas. C'est comme les maladies. On parle beaucoup aussi de maladies cardiovasculaires. Pardon. Maladies cardiovasculaires, les maladies nouvelles, hein, pas nouvelles, mais beaucoup plus importantes à l'heure actuelle. Les maladies, les AVC, des choses comme ça. Est-ce qu'elles sont provoquées par la peur ou plutôt par un épuisement dans des situations répétitives? Je veux dire, lorsque souvent on dit à cette personne non, vous êtes trop stressé, etc. Mais qu'est-ce qui fait que du coup cette personne ou ces personnes ne se retrouvent pas dans des situations moins stressantes? C'est bien, c'est vraiment extraordinaire d'arriver
Moi, je dis extraordinaire. Pour certains, c'est peu, mais je trouve que faire des petits pas et réussir de temps en temps à dépasser son stress, sa peur, c'est pas mal, c'est beaucoup, ça fait du bien, certainement, à tout son aspect émotionnel, à sa santé, du coup, et certainement de mes relations avec les autres. Mais comment est-ce qu'on peut analyser d'abord le contexte? On voit que le contexte n'est pas encore revenu à la normale, puisque on est toujours dans l'urgence sanitaire qui s'arrête le 10 juillet. On a toujours des chiffres. On dit toujours que le virus est toujours là. Il y a toujours la crainte de voir revenir les avions en rythme normal. On annonce donc la quatorzaine. Je veux dire, ce climat qui était dans le confinement, qui évolue dans le déconfinement, mais ce climat est toujours présent. Oui, bien sûr, parce qu'on entend toujours que cette maladie existe maintenant et qu'elle provoque, elle entraîne la mort, hein, et donc et qu'ailleurs certaines frontières sont fermées. Alors on se demande, mais est-ce que nous, on va nous vulnérabiliser ou est-ce qu'on va se soucier de nous? Il y a peut-être cette peur du retour d'une population qui s'est sentie abandonnée ou qui n'a pas su parler peut-être de ce dont elle aurait besoin. Mais est-ce que, quand on parle de peur de la maladie, c'est d'abord la peur de la mort, je suppose, ou de la souffrance. Mais, quelle que soit la population et quel que soit le contexte, la peur de mourir, la peur de souffrir, ça a toujours été quelque chose que l'être humain a toujours a toujours vécu ainsi. On a toujours eu peur de souffrir, on a toujours eu peur de la mort. Quelle que soit la civilisation, quel que soit le temps. Quel que soit le temps, tout à fait, oui. Prenons l'exemple des grottes de Lascaux. On voit très bien, là on a appris effectivement que ces populations, donc nos ancêtres, donc essayaient de dépasser leur peur à travers exprimer un petit peu ceci et dépasser leur peur dans certaines choses. Maintenant, est-ce qu'il faudrait parler de l'évolution de la peur avec le temps ou est-ce qu'il faudrait parler des différentes formes de peur dans le temps? Je ne sais pas si la question peut avoir des nuances. L'exemple des grottes de Lascaux est intéressant. Pourquoi? Parce que pourquoi ils avaient peur? Ils avaient peur de la nuit, ils avaient peur des bêtes sauvages, mais ils avaient peur aussi des bêtes qu'ils affrontaient, qu'ils allaient tuer. Oui. Pourquoi ils le faisaient? Parce qu'il fallait manger. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que l'exemple est intéressant, c'est parce que là encore, c'est l'instinct de survie. Oui. Est-ce que notre instinct de survie aujourd'hui est le même? Oh ben, ce serait grave parce que ça serait grave qu'on aille manger son voisin ou comment dire je vais arrêter l'exagération. Oui, je peux comprendre que certaines personnes ont envie de manger leur voisin. Je peux savoir pourquoi, mais malgré tout. Il faudrait aussi, justement, c'est la coercition. Si jamais on se dit, mon voisin, quand même, j'aimerais bien, j'ai pas assez, lui il en a beaucoup, je pourrais manger plus, alors que lui peut-être il a acheté juste ce dont il a besoin pour manger. Ça, c'est vraiment toute une question qu'on pourrait... Et on revient à ce schéma, c'est d'être un individu et de s'inscrire dans un ensemble et de vivre avec les autres. Oui. Je ne me demande pas si c'était la même chose comme dans le Grottes de Lascaux, mais aujourd'hui, on voit que cette pandémie a compliqué les relations humaines. Oui, alors il y a moi pendant cette pandémie, j'ai eu l'occasion d'écouter. Je ne savais pas qu'on était arrivé à ce stade des recherches anthropologiques et archéologiques. C'est qu'on a réussi à refaire les sons
les sons, les cris qu'émettait, on va dire, le langage hein, des hommes des grottes et tout, quoi. Et c'était, je dis ceci parce que je suis pas très très informée là-dessus. Donc je peux pas dire quelle période et donner le terme exact en termes de temporalité en archéologie. Et donc, mais j'étais bouleversée, vraiment bouleversée. Et juste après, j'entends parler, quelques temps après, j'entends parler d'un sociologue, David Le Breton. On lui demande comment a-t-il vécu ce confinement. Et ben il explique que son épouse et lui, bon d'abord ils ont aimé le déconfinement parce que son épouse et lui ils aiment beaucoup marcher. Donc ils se sont promenés, ils ont écouté et puis lui il se sentait du coup en osmose avec les sons de la nature, vous voyez. Et bon, c'est quand même, ce sont peut-être certainement des états méditatifs que certains peuvent vivre tout en faisant ce qu'ils ont à faire et en même temps tout en étant en adéquation avec leur mode de vie et leur passion, quoi. Mais maintenant est-ce que la ménagère ou bien le chef de famille hein, qui a fait sa journée de travail, qui rentre fatigué, qui doit aller faire ses courses aussi, est-ce que il va réussir facilement comme ça à se mettre en mode méditatif pour aller pour profiter pour profiter du déconfinement et se ressourcer un peu. Ça me paraît pas tout le monde y arrive, ça me paraît un peu Ça montre encore une fois que c'est la capacité de chaque individu à gérer un contexte. Et finalement, si on pose la question, et encore une fois, je vais faire attention à ce que je dis, parce que quand on parle de la capacité de chaque individu à gérer son contexte, ça dépend aussi du contexte. Parce que être à la maison, dans un appartement de 100 mètres carrés à 5 personnes, et surtout pouvoir... ça ne se supporte pas. Voilà. Voilà. Et par rapport à un individu qui vit à la campagne, qui a une petite ferme, qui peut aller marcher un peu, la capacité, elle est très voilà. relative. On a critiqué d'une part ces conditions de vie différentes hein, qui n'assurent pas la même paisibilité, le même du coup permettre à certaines personnes de mieux vieillir et de bien vieillir, comme on dit. Et puis, on a également critiqué cette façon de submerger les gens avec profitez, prenez vos pinceaux, faites de la peinture, profitez. Vous voyez, c'est comme si une boîte à outils s'ouvrait et puis on vous donnait, oui, mais peut-être qu'on n'a pas trop... Cette semaine, avec Stéphanie La Couture, on a parlé de la couture, de ceux qui sont mis à la couture, à faire des masques, à ceux qui ont mis à faire des vêtements. De là à dire que le confinement a réveillé, a suscité des vocations, j'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai que la capacité de chaque individu à gérer, à créer de nouvelles occupations, c'est une chose. Par rapport à celui qui va rester assis et attendre que ça lui tombe dans le bec, il y a quand même un fossé, il faut reconnaître, à celui qui essaye de créer. Mais malgré tout, le contexte, malgré la capacité de chacun, il y a aussi une réalité, c'est qu'à un moment ou un autre, ce contexte, si il n'évolue pas, il est pesant. Bien sûr, c'est pour ça que quand certains disent moi ça m'a permis de mieux apprécier les autres et tout, me rendre compte, il a bien de la chance. Hein. Quand ces personnes-là disent, elles ont bien de la chance, hein, parce que c'est pas évident. Hein, non, c'est pas évident. Se renouveler, c'est pas évident. Bien sûr, mince, demain je me retourne, les voisins, tous, non, bravo, mais il faut comprendre que ce n'est pas la possibilité de chacun. Depuis le 17 mars, cette société réunionnaise et les autres sociétés du monde, bien sûr, hein, françaises et autres, hein, je parle de la société réunionnaise, et lui est arrivé quelque chose, d'un coup,
On a enfermé tout le monde et on leur a dit maintenant, c'est à vous de commencer à définir le jour d'après. Et on est toujours dans le contexte sanitaire. Le jour d'après, ça serait après le 10 juillet. Est-ce que lorsqu'on dira que l'urgence sanitaire s'arrête, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, sur cette urgence sanitaire et puis cette question du déconfinement, on savait plus c'était quelle date. Aujourd'hui, demain pas, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas. Et c'était aussi par rapport, avant d'arriver à cette question de on reprend le travail ou l'économie, c'était par rapport aux enfants de l'école et surtout le fait qu'ils n'étaient Oui, ce sont les deux éléments qui ont, Oui. sur lesquels les politiques ont agi. La rentrée scolaire et surtout l'économie, la reprise économique. Ce sont les deux éléments. Oui. C'était bon. Maintenant, il fallait le faire avec, le ministère et puis le rapport on va dire les rapports, les liens institutionnels. Voilà. Mais je pense quand même que là aussi, ça ne peut pas s'arrêter qu'à cette question de faire du lien entre les différents partenaires institutionnels. C'est... Mais Par exemple, si je prends mon exemple, pendant ce confinement, moi, toute la boîte à outils qu'on me proposait, là, je me retrouvais pas, etc. Mais c'est vrai, du coup, j'ai pensé, je me suis dit, je suis réunionnaise. On me demande de me confiner. Et je me suis dit, mais le confinement, finalement, on l'a toujours plus ou moins connu, pas tout le monde, puisque on raconte, on le dit, et dans l'histoire de la Réunion, l'histoire des plantations, que les esclaves étaient confinés sur les plantations, sauf si le propriétaire les faisait appeler pour X raisons, productives, ou peu importe, on va pas décliner toutes les... on va leur laisser... Et puis, tandis que les propriétaires, ils pouvaient circuler plus facilement, je suppose quand même, il devait peut-être y avoir puisque selon je crois l'historien Prosperev, je crois qu'il le relève, puisque les esclaves déjà entre eux et les marrons entre eux déjà ne s'entendaient pas, on peut pas dire que du coup chez les blancs ça devait être qui circulaient plus facilement, eux aussi il devait y avoir des conflits, surtout les moments où les crises arrivaient. Café, canne à sucre, il fallait, quand on dit crise, il faut restructurer, il faut de l'argent pour ce qu'on va proposer comme restructuration. Donc, cela dit quand même, on revient quand même à cette question, à savoir, on peut dire que dans les deux camps, des propriétaires et le camp des travailleurs, il y avait quand même, il y avait un problème de confinement, mais les propriétaires étaient moins nombreux et circulaient plus aisément. Aujourd'hui, c'était un petit peu, dans ce confinement-là, il y avait une situation aussi. C'était pas la même, elle n'était pas sur des relations sociales, mais c'était des relations sanitaires et aussi économiques et alimentaires. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, il y a des critères qui permettent de faire en sorte qu'il y a ceux qui restent confinés, il y a ceux qui vont être un peu plus libres de circuler pour des besoins. Pas parce que socialement, ils sont beaucoup plus aisés, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Oui, je suis d'accord. Et puis du coup, dans ce confinement, c'est vrai, par exemple, quand on a parlé aussi de l'Australie, on a montré les photos, on a montré des vidéos où des gens se précipitaient pour s'arracher les papiers toilettes et tout. Je me dis, mais c'est monstrueux. Mais c'est vrai, c'est terrible de nous mettre dans ce genre de situation-là.
Mais cette question-là, elle était vraie à chaque fois. À chaque fois, on devait dire aux gens, vous prenez 2 paquets de ceci, 2 paquets de cela, vous partagez. Parce que, encore une fois, et on revient à ça parce que je vais conclure l'émission, c'est de se dire que la peur de l'inconnu cette fois-ci, cette peur, c'est ça qui motivait, qui portait les gens. Oui. Oui, la peur et peut-être aussi l'espoir de se dire il faut tenir et puis il faut tenir et on va s'en sortir tout doucement, on va avancer un peu comme ça, quoi. D'accord. Et là, il faudra tenir déjà jusqu'au 10 juillet. L'urgence sanitaire dure jusque-là. On verra après. Mais en tout cas, on va continuer, nous, à essayer de comprendre comment la population réunionnaise réagit depuis le confinement, en passant par le déconfinement à aujourd'hui, voir aujourd'hui qu'est-ce que nous avons mis en nous. Est-ce qu'il y a des traumatismes? Si ces traumatismes existent, quels sont-ils? En tout cas, ce sont des questions auxquelles on essaiera de répondre la prochaine fois. En tout cas, merci Patricia Château. On fait une pause, on se retrouve juste après.